C'est l'histoire d'une poignée d'hommes et de femmes, 4000, qui en juin 1940 sont devenus la France. À Londres, le 18 juin, un général presque inconnu, Charles de Gaulle, lance un appel à le rejoindre. Il deviendra leur chef, le chef de la France libre, scellant ainsi l'épopée de quelques-uns en un destin national. Dès le 16 novembre 1940 à Brazzaville, au moment le plus incertain de la guerre, le général de Gaulle crée une distinction, l'ordre de la libération, pour ceux qu'il appellera toujours mes compagnons. À peine 1038 d'entre eux la recevront, dont 6 femmes seulement, 5 villes et 18 unités militaires. 112 hommes sont encore vivants, qui s'éteignent un à un. Ils sont les derniers compagnons de la libération. Je ne supportais pas que la France soit dominée par l'Allemagne. Ça, c'est certainement quand même... On a connu ma jeunesse, j'ai toutes les illustrations, tout ça, c'était toute la guerre 14-18 qui revenait tout le temps. Ça se peut que ça ait joué sur moi. On n'était ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, on était vraiment français moyen. Nés dans les 30 premières années du XXe siècle, ils sont les enfants des poilus de la Grande Guerre. J'ai été élevé par une mère la haine de l'allemand, parce que son frère préféré a été tué pendant la guerre 14-18. J'ai perdu un oncle à la guerre de 14. Il a brûlé dans son char. Mon père avait fait 14-18, mon oncle avait fait 14-18, j'ai un autre oncle qui avait fait 14-18. Mon père m'avait bercé mon enfance, des histoires de tranchées, de Verdun, de la boue, avec tous ses camarades. Là, c'est de la génération de mon père, ils se réunissaient ensemble. Et quand il y avait 2 ou 3 garçons de cette génération, ils parlaient de la guerre. La guerre 14-18, c'était la grande aventure de cette génération, tout au moins pour les survivants, parce qu'il y a eu quand même 1 million de morts. Au même moment, Hitler accède au pouvoir en Allemagne. C'est la mise en œuvre du nazisme et de son antisémitisme forcené. J'avais eu des leçons d'allemand par un juif allemand qui était parti d'Allemagne dans les années 35-36, qui était à Paris, qui venait me donner des leçons d'allemand, ce qui ne m'amusait pas du tout, mais qui m'expliquait ce qui se passait en Allemagne, ce qui m'intéressait beaucoup. C'est votre père qui vous éveille à l'antinazisme, qui vous... Qui m'a lu des passages de Mein Kampf en 33 ou 34, des passages affreux. Dans les auberges de jeunesse, une fois, j'ai rencontré autour d'un feu de camp un instituteur allemand qui était nazi. Et ce qui m'a sorti m'a révulsé. Et en plus, je vis toute cette période en me disant que la guerre est inévitable et que la guerre sera l'épreuve de vérité du siècle. La France, elle est entourée de pays fascistes. Et je suis convaincu, avec une certaine naïveté, que suivant le résultat de cette guerre, où on ne pourra plus vivre, il n'y aura plus de France. Tout ce que la France signifie pour moi, c'est foutu. Une certaine liberté, les types en 36, les congés payés, les auberges de la jeunesse, une certaine façon de vivre, de chanter, tout ça, foutu. Réarmement de l'Allemagne, annexion de l'Autriche, invasion de la Tchécoslovaquie, on allait vers la guerre. Et malgré cette évidence... L'état-major, disons les choses comme elles sont, avait préparé la guerre de 14. La guerre des tranchées, la guerre de mon père. Pour améliorer, on avait fait la ligne Maginot, qui partait de la Suisse, mais qui s'arrêtait à la frontière belge, parce que les Belges nous disaient si vous allez jusqu'à la mer, vous nous livrez à l'Allemagne. Bon. Alors les Allemands n'ont pas attaqué la ligne Maginot, ils l'ont contournée. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, la France entre en guerre, et dans les tunnels de la ligne Maginot, l'état-major attend. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht déclenche l'offensive. En 3 jours, elle est à Sedan. Je suis parti avec mon frère le jour même de l'offensive. Et on est arrivé à Laon, la gare brûlait, il n'y avait plus rien. Ni autorité militaire, c'était la débâcle totale. Sur la route, mon frère me dit, mais voyons, qu'est-ce que tu vois là-bas? Je dis, bah oui, ça, je vois des gens. Il me dit, mais c'est une déroute. Je dis, tu es fou, non? Une déroute, je ne sais pas ce que c'est des gens qui s'en vont. Et on a vu ce qui étaient les choses terribles. Les gens, les pauvres gens qui poussaient des charrettes.
C'était terrible, cette débandade. Et on était dans cette gare, ça sonne dans le truc du chef de gare ou un des bureaux. Mon frère y va, on l'attendait dehors, il sort, il était tout blanc en sortant. Je lui dis, qu'est-ce que c'était? Il me dit, c'est la gare de Soissons. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir si les Allemands sont déjà là. Et alors c'est à ce moment-là que j'ai tout d'un coup entendu tout l'horizon, qui était une espèce d'immense rouleau sonore, où on entendait « Heil Hitler !» Heil Hitler, c'était les commandos, enfin les types de front. C'était extraordinaire, cette espèce de rouleau compresseur qui allait arriver sur nous. Alors j'étais fait prisonnier, on nous a emmenés en colonne. Il y avait un général allemand là qui nous regardait les poings aux hanches et qui regardait cette colonne misérable là, qui défilait. Pour moi, ça a été mon vainqueur. Et ça m'a cinglé, ça aussi, voyez-vous. Le 12 juin, les Allemands menacent Dunkerque, les Anglais rembarquent abandonnant armes et bagages, sauf qui peut. On suit l'avancée des Allemands, on voit la fumée dégagée par les réservoirs de pétrole du Havre qui sont en feu. Il y avait pratiquement plus de lumière nulle part. Arrivaient des tas de combattants qui venaient de Dunkerque et tout le long de la côte. Et c'est là où j'ai embarqué 2 ou 3 gars sur la patte de l'Ancre au moment où je partais. J'ai reçu l'ordre d'aller à Cherbourg en essayant de voir si les Allemands étaient arrivés dans les différents petits ports de la côte. Et à Cherbourg, les derniers bateaux de l'Arsenal sont partis et moi-même, je suis parti avec mon bateau. Nous sommes arrivés en Angleterre à bord d'un bateau qui nous a repêchés en mer, qui est un chalutier de Dunkerque, immatriculé AD 81, le Jean Ribaud, et qui, depuis Dunkerque, essayait à chaque fois de regagner devant l'avance allemande un port français. Et il y entrait en même temps pratiquement que les Allemands, et de cette façon, de bond en bond, il avait été jusqu'à Brest, et finalement à Brest c'était la même chose, les Allemands arrivaient, il avait piqué plein nord vers l'Angleterre. C'est pas possible. Les Allemands sur les Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe, physiquement c'est insupportable. La liberté perd sa capitale. Von Brauchwitz savoure la joie du triomphe. Nous avions le cœur renversé, évidemment. Nous étions tous très malheureux. Vous étiez sur les Champs-Élysées? Nous étions aux Invalides. Vous avez quel âge en juin 40? 12 ans. C'est la rentrée pour moi des troupes allemandes de la porte de Clignancourt sur le boulevard Ornano. Je crois que c'était le 14 juin. Ils sont entrés par en haut. Moi, je suis parti par en bas avec des copains en voiture. Tout d'un coup, les Allemands arrivent. Les Allemands prennent Paris et puis sont sur le point d'arriver. Et alors là, on commence à discuter dans la cour du lycée. On était plusieurs à 18, 19 ans. Et on se dit, on va pas rester là. Enfin, nous avons été quelques-uns, finalement 5 ou 6, à dire, on va pas rester là pendant que les Allemands arrivent. Non, de toute façon, nous sommes sur le point d'être mobilisés. Et d'ailleurs, on a eu des camarades mobilisés. Donc, comme les Allemands sont sur le point d'arriver, et le jour où on est parti, les Allemands, ils n'étaient pas à Clermont, mais ils étaient pas loin de Clermont. Alors on dit, puisque les Allemands sont sur le point de Paris, nous, on va vers le sud. Et puis on va être mobilisés en Afrique du Nord, la France va continuer en Afrique du Nord, et on va continuer là, on sera mobilisés là. Erreur. Depuis le 10 juin, le gouvernement a fui Paris et se déchire de ville en ville. Pour la guerre, De Gaulle, général à titre temporaire, qui vient d'être nommé sous-secrétaire d'État. Contre la guerre, le maréchal Pétain, héros de Verdun, vice-président du Conseil. Entre les deux, Paul Reynaud, le chef du gouvernement, hésite, puis démissionne le 16 juin. À 84 ans, Philippe Pétain le remplace et à la radio s'adresse aux Français le 17 juin. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je dois dire que c'est la seule fois de ma vie où j'ai pleuré en public. Cette voix chevrotante à 10 ans de sacrifier sa vie à la France, c'était lamentable. Je veux dire,
Mais beaucoup de gens s'en sont satisfaits, bon, très, très bien pour eux. Mais moi, j'ai trouvé ça m'a donné un choc. J'ai entendu les premiers mots à Niort. Et quand j'ai passé par là, alors du coup, j'étais dégoûté. Je voulais retourner avec les Anglais. Et malheureusement, c'était pas possible. Je n'avais pas combattu. Et pourquoi? J'étais là depuis un mois, à l'entraînement. Je savais qu'autour de moi, des centaines de milliers de soldats étaient dans le même cas. J'avais vu dans les champs alignés des centaines de chars qui devaient monter, qui n'étaient pas montés, des avions toujours au sol. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Je n'admettais pas. On ne fait pas d'armistice, on ne met pas les armes parce qu'on n'est pas, pas les plus forts, mais on ne capitule pas. Je suis sorti à Pau voir ce qui se passait dans les rues. C'était un début de réjouissance folle. Vive les Allemands qui viennent ici, on les recevra, etc. Moi, j'étais fou de rage. Il y avait des tas de convois qui revenaient de militaires qui revenaient du front. On les doublait en klaxonnant. Ils n'étaient absolument pas hérissés, vexés qu'on les klaxonne. Au contraire, ils étaient contents. Ils étaient contents que la guerre soit finie. Ils nous faisaient des grands signes, des grands sourires. C'était lamentable de voir cet esprit de défaite là qui s'était installé en France. L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Les gens ne voulaient pas se sacrifier. Et les gens de Bordeaux, ils ne voulaient pas se sacrifier. Ils étaient là à se balader dans la ville. Et vous vouliez vous sacrifier? D'une certaine mesure, oui, bien sûr. J'ai été abattu 2 fois d'ailleurs par la suite, je suis sorti vivant. Mais la question ne se posait pas. La question était très simple. Il fallait continuer la guerre contre les Allemands. C'était assez étroit comme vision, mais il avait la vertu de la clarté. Si la République de Saint-Domingue était la seule à garder l'initiative d'un combat contre Hitler, j'entrais à Saint-Domingue pour me faire naturaliser et continuer de combattre les nazis. J'ai eu des discussions qui étaient sur ce ton-là. Des gens qui s'acharnaient à me démontrer que, quand même, enfin, Pétain, c'était quelque chose, il représentait les grands maréchaux de la France de la guerre de 14, toutes les raisons qu'on pouvait apporter, m'en fous, foutez-moi la paix. L'essentiel est ailleurs. Parce que l'essentiel, c'est Hitler. C'est le nazisme. C'est Satan. Au Liban, en Haute-Volta, à Djibouti, partout où l'armée française stationne, ils ne sont qu'une poignée à refuser l'armistice. Et ceux-là qui décident de poursuivre le combat seront déclarés déserteurs et condamnés à mort. À Beyrouth, le brigadier Rudroff, radio du régiment, part à pied. Ils sont 2, rejoindre la Palestine et les Anglais. Mais le reste de votre régiment, il fait quoi? Il n'a pas bougé, le reste de mon régiment. Et vos gradés? Ils n'ont pas bougé non plus. Nous sommes partis comme des voleurs, d'ailleurs, sans rien dire à personne. Sans ça, on se serait retrouvés en prison. Le premier régiment de ce pays marocain tout entier était en manœuvre à la frontière palestinienne. Le premier escadron du capitaine Jourdier était le plus proche de la frontière. Et il leur a dit, voilà, messieurs, 2 chemins s'offrent à vous. À droite, vous avez le chemin de la Palestine, c'est le chemin de l'honneur, pour continuer le combat. Il dit, à gauche, vous avez le chemin de retour, dans vos foyers, j'ai de le dire. Il dit, en ce qui me concerne, j'ai pris ma résolution, je vais faire sonner en selle, et je ne me retournerai que lorsque j'aurai franchi la frontière palestinienne. On verra bien qui me suit. C'est ce qu'il a fait. Et quand il a eu franchi la frontière palestinienne, il avait derrière lui les 3/4 de son escadron, qui est à l'origine, qui est le noyau de la cavalerie de la France libre. Au Maroc, l'armistice provoque la même indignation chez une poignée d'aviateurs. Avec Bouchard-Guérin, nous étions une quinzaine environ. On a assez mal pris cette affaire-là. Et on a commencé à décider à chercher une solution. Mais enfin, la solution était très facile. C'était prendre un avion. Et il y avait beaucoup d'avions sur la base d'Oran à ce moment, des avions réfugiés de France, et rejoindre Gibraltar. Nous étions brevetés pilotes en opération, aptes à l'opération. Il n'était pas possible de rester.
Aux États-Unis, Jacques Maillet est chargé d'acheter des machines-outils pour les usines d'armement en France. Le 18 juin au matin, il prend une décision cruciale qui apportera des centaines de millions de dollars à une France libre qui n'existe pas encore. En lisant le discours de Pétain, je comprends que nous sommes devant une capitulation pure et simple. Donc, je transfère aux Anglais la propriété des machines que j'ai achetées pour la France. Et le lendemain, il rallie immédiatement ce général qui vient de parler à la BBC. J'avais beaucoup moins de mérite qu'un autre de comprendre que c'est De Gaulle qui avait raison. Je voyais la puissance américaine, je voyais l'état d'esprit des États-Unis. J'étais dans un milieu où il était évident que Hitler ne gagnerait pas la guerre. Donc si Hitler ne gagnait pas la guerre, De Gaulle avait beau être tout seul dans une chape d'Aubonne avec une chaise de cuisine, où il disait « Je suis la France », on avait moins de mérite à le suivre quand on avait une peinture complète de la situation que quand on commandait une section d'infanterie aux environs de Romorantin sous les bombardements allemands. Mais à Romorantin comme ailleurs, très peu entendent l'appel de ce général dont ils ignorent jusqu'au nom. J'ai été trouver mon père qui était replié de Normandie avec sa famille, qui était replié à Bordeaux. Je vais voir mon père, je lui dis écoute, voilà, nous sommes tous les deux, de Pelleport et moi, nous voulons continuer à nous battre, nous voulons aller en Angleterre, mais pour y aller, il faudrait que tu nous conduises au Verdon. À ce moment-là, mon père m'arrête et me dit mais tu veux aller en Angleterre? Mais tu sais, j'ai entendu hier à la radio un général qui s'appelle le général de Gaulle, c'est facile à se souvenir, de Gaulle, la Gaule, eh bien il demande que tous les Français qui veulent continuer la guerre viennent le rejoindre en Angleterre. À partir de là, ça devient très, très individuel parce que les autorités militaires, très attachées aux ordres de Pétain, mettaient en tôle tous les gens qu'ils soupçonnaient de vouloir partir. Alors, non, on est devenu clandestin. Et notre idée, c'était d'aller sur l'Atlantique, de voler un bateau et d'aller quelque part, ou de se faire prendre par un Américain ou un Français. Enfin, on trouverait une solution. Mais très vite, les solutions s'amenuisent au rythme de l'avancée allemande. Le 21 juin, il ne reste plus qu'une seule porte encore ouverte sur l'Atlantique, Saint-Jean-de-Luz, que chacun rallie comme il peut. Bordeaux a été bombardé, j'ai repris la route vers Bayonne. Bayonne, impossible de partir. J'ai fait de l'autostop jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Il pleuvait, je suis arrivé la nuit dans un hangar sur le port, un marché couvert. Et là, il y avait 200 ou 300 personnes. Ces personnes, c'était des militaires, des Polonais, qui attendaient pour embarquer. Et la différence entre un soldat français et un soldat polonais était assez simple. Les écussons étaient différents et les Polonais avaient un petit gland qui pendouillait devant leur calot. Donc les Français se sont rapidement déguisés en Polonais. Parce qu'à ce moment-là, déjà, c'était interdit de sortir. C'est marqué quelque part? Il y avait des panneaux dans les mairies et tout ça, interdiction de quitter le territoire français. Et donc, il n'était pas question de partir d'une façon. Il y avait des gendarmes sur les quais. Où il y avait il n'y a pas d'autre mot, un bordel immonde. D'un côté, il y avait les escaliers de descente pour embarquer sur les tonniers, parce qu'il y avait des tonniers qui étaient là, et qui faisaient la navette entre le Batory et le Sobieski. C'était des bateaux polonais qui transportaient des troupes polonaises. C'était pas... Mais ils ont pris des tas de gens en plus, évidemment, puisque ils sont partis. Ce bateau de 1200 passagers, il est parti avec 4000 personnes. Ces paquebots en rade pour évacuer l'armée polonaise sont le sésame de ces Français qui veulent rallier l'Angleterre. Sur le quai, à chacun sa russe pour embarquer. Alors il y avait un groupe de soldats français qui examinaient la situation, qui voulaient s'en aller. Et on est arrivé avec eux, il y en avait 3 ou 4, dont un qui était tout à fait étonnant, qui était un petit bonhomme, dont on voyait à 100 mètres ou 200 mètres qu'il était un Parisien.
Et j'ai appris plus tard que c'était un jockey, je l'ai rencontré après, c'était un jockey qui avait gagné le Grand Prix de Paris, enfin qui était un jockey connu, et qui a été plus tard tué à Bir Hakeim. Et alors, ils sont arrivés, nous on était derrière, les deux là, et puis ils sont arrivés devant la ligne de garde mobile, et un énorme garde mobile qui a posé la main sur l'épaule et qui lui a dit « Où tu vas, toi ?» Et l'autre a regardé et a dit « Svastika !» Et je suppose que c'était le premier mot en consonance polonaise. Le garde mobile complètement scié de laisser passer, nous sommes passés dans la foulée. J'ai réussi à passer le cordon de marin en poussant un wagon chargé de bagages des Polonais. Et j'ai sauté dans une embarcation qui démarrait juste à ce moment-là, aux grandes dames de l'officier de police qui m'a crié « Hé, là, que faites-vous » Une fois que j'ai été parti. Et puis quand je suis arrivé auprès du cargo, il y avait des filets. Je suis grimpé par le filet et je suis arrivé là-haut. Et les matelots anglais n'avaient n'ont manifesté aucun étonnement. Et mon père a dit, salle d'Amalais, portez les valises, et voilà, nous sommes montés tranquillement sur les petits bateaux sardiniers qui nous transportaient sur rade. J'ai embarqué comme ça, c'était le 21 juin 40, il devait être 6 h du soir, 7 h du soir. Et une fois à bord, eh bien, ça a été la grande pagaille polonaise, les chants, la boisson. Et j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de jeunes Français avec les cagots des grandes écoles qui étaient là, qui avaient réussi à embarquer. C'est quand même retrouvé dans le fond de la cale du bateau à une douzaine de jeunes étudiants qui avaient tous pris la même décision, donc on n'était pas isolés. Et là, votre père s'aperçoit qu'il est le plus haut gradé. Oui, c'est ça. Il y avait un certain, peut-être, je ne sais pas s'il y avait des commandants, mais en tout cas, je connais, il n'y en avait pas d'autres. Il a fait taper d'abord la liste, simplement pour avoir un document à donner aux Anglais en débarquant. Ce qu'il a fait quelques jours après, quand ils ont débarqué à Plymouth. C'est le 23 juin que les échappés de Saint-Jean-de-Luz arrivent en Angleterre. Pour certains, c'est le premier débarquement, celui des illusions perdues. Et quand on arrive en Angleterre, on s'aperçoit, on s'aperçoit que la France continue pas. On dit, qu'est-ce que c'est que ça, la France continue pas? Ah bon? J'ai eu honte d'être français quand je suis arrivé en Angleterre. Parce que quand je suis arrivé en Angleterre et que je me suis retrouvé à Londres et dans les différentes bases militaires, il y avait par centaines des Polonais, des Belges, des Tchèques, et pas de Français. Nous étions un petit groupe de Français. Les Français sont si peu qu'à Londres, ils tiennent tous dans ce bâtiment, l'Olympia, où ils arrivent par petits paquets. Alors il y avait là-dedans plusieurs centaines de... Je crois qu'il y avait toute l'armée de la France libre qui est passée. La grande majorité de ceux qui étaient là à l'Olympia, en tout cas, étaient entre 18 et 30 ans, maximum. Bon. Parmi lesquels beaucoup de pêcheurs bretons. L'île de Sein, dont tous les hommes valides ont répondu à l'appel du 18 juin, symbolise l'engagement de tous ces marins bretons qui ont rallié l'Angleterre et qui furent le quart de la France libre à ses débuts. Et chaque fois qu'il y avait un contingent de volontaires qui arrivait, c'était la Marseillaise, le chant du départ, enfin vraiment une ambiance éblouissante. Alors là, ça discutait. Qu'est-ce qui va se passer? De Gaulle qui sait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'il va pas mieux ça? Est-ce qu'il faut s'engager dans les troupes anglaises ou est-ce qu'il faut aller chez eux? De Gaulle, en fait, on n'avait pas tellement dit, on était décidé à s'engager chez les Anglais d'abord, jusqu'au moment où on a appris à l'Olympia qu'il y avait De Gaulle qui faisait une sorte de légion, enfin une armée française, mais enfin à ce moment-là, c'était un peu bizarre. Et c'est là où l'aide de camp de Courcelles est venu nous voir pour nous dire, voilà, moi je suis l'aide de camp du général de Gaulle, on ne savait pas qui c'était, nous. Et alors il nous dit, voilà, est-ce que vous voulez vous engager avec lui? Alors on dit, oui, tout à fait d'accord. Du moment qu'il y avait un général qui voulait se battre, nous c'était très bien. Donc, on a dit tout à fait d'accord, et c'est comme ça, je crois que je suis le numéro 87. Des Français libres. Donc, parmi les premiers. Mais parmi les premiers arrivés, je suis quand même arrivé, je crois que c'est le 21 ou le 22 juin. Et j'ai signé ça 2-3 jours après, quoi. Et dans l'espoir de rallier encore d'éventuels Français, on confie à Jacques Rumguer la mission de faire le tour des hôpitaux londoniens. Là-bas, au chevet de ces blessés français, j'ai trouvé des femmes qui s'occupaient d'eux, qui leur apportaient des... C'était les putains de Soho.
les putains de sots qui se cotisaient, qui s'habillaient correctement et qui venaient s'occuper des blessés français. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut souligner. Au début de juillet, nous avons reçu la visite du général de Gaulle en grand uniforme, ce qui était rare de le voir ainsi, avec son képi de couleur et ses bottes, dans des bottes. Et il nous a fait un discours napoléonien en nous disant que nous voyagerons beaucoup à travers le monde avant de retrouver la mère patrie. C'était exactement ce que nous souhaitions d'ailleurs. Et quelques jours après, nous avons défilé à Londres. Et l'accueil des Londoniens est absolument frénétique, chaleureuse. Et nous n'avions même pas tiré un coup de fusil, que nous étions déjà considérés comme des héros. La plupart de ces héros vont mourir dans les 5 années à venir. 720 compagnons seulement verront la libération. Ils témoignent du sacrifice de tous ceux qui sont morts dans les déserts d'Afrique, dans les ciels d'Europe, sur les océans du monde. Torturés, déportés, abattus, disparus, morts pour que vive la liberté, pour que vive la France.